Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il s'est passé des choses incroyables ce week-end et notamment une expédition en Ukraine. On est en liaison en direct avec Brice Auer, normalement par téléphone. Brice, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on est en liaison en direct, mais en fait là vous êtes en train de rentrer d'Ukraine. Alors première chose, déjà vous êtes où exactement ? Alors on vient de passer il y a 30 secondes la frontière moldave pour entrer en Roumanie. Donc sur la route du retour, et alors c'est complètement incroyable ce qui s'est passé ce week-end, en un claquement de doigts quasiment, vous avez pris la route pour l'Ukraine. Pourquoi et pourquoi vous ? Eh ben parce que simplement il y avait une famille ukrainienne qui n'avait pas sa fille, son Sarguemine. Il ne trouvait pas de solution de rapatriement, elle était bloquée au nord de Kiev avec les Russes à côté, plus possible de partir. La France ne pouvait pas agir parce qu'elle n'était pas française. Et sur place, les guerriers ukrainiens ne pouvaient pas les filtrer. Donc, en un claquement de doigts, effectivement, on a organisé un van. J'ai trouvé Ezad qui était tout de suite partant et on est parti. Et donc, vous êtes parti pour aller récupérer Alina. Qui est Alina ? Alors, Alina, c'est une fille, elle a deux frères sur Sarreguemines. Sa maman vit sur Sarreguemines avec son beau-papa. Et ce sont des gens qui sont intégrés chez nous depuis quelques temps. Alors vous décidez de partir, vous, en étant a priori pas spécialement commando dans l'armée, etc. Vous vous retrouvez à devoir atteindre la capitale d'un pays en guerre. Et ça, c'est vraiment pas une mince affaire. Comment s'est passé le trajet ? Alors le trajet bien sûr jusqu'en Pologne, ça a été. La frontière ukrainienne, ça s'est bien passé. Bon, simplement, on suivait en live les évolutions, parce qu'en temps de guerre, effectivement, il y a des stratégies différentes tous les jours. Donc on s'actualisait quasiment toutes les heures. On recevait des informations de Paris, à devoir éviter certaines autoroutes. On savait qu'il y a des autoroutes qui étaient soi-disant safe, qui permettaient effectivement l'extraction de certains ressortissants, mais ces autoroutes, plus on avançait, plus se fermaient. Donc on a dû se rapatrier beaucoup plus au sud, et donc ça a été quasiment une quinzaine d'heures pour atteindre le soir le sud de Kiev, où nous avons dormi dans notre van. Pour finalement récupérer Alina dimanche matin ? Oui, donc on s'est levé à la fraîche, 5h30. Pendant la nuit, il y a eu des tirs de missiles qui étaient visibles depuis. On était à 30 km, donc on voyait très bien les missiles et puis une espèce de lueur rouge comme ça qui éclatait dans le ciel. Le matin, on est parti très tôt, 5h30. On a été bloqué au checkpoint sud de Kiev parce qu'il y a le couvre-feu qui ne permettait de rentrer dans Kiev qu'à partir de 7h. 7h30, on réussit à franchir le checkpoint. Et la seule voie d'accès à corps de Kiev, c'est le sud. L'est, le nord, le nord-est, le nord-ouest et l'ouest venaient d'être pris la veille par les Russes. Faut quand même savoir, on a dormi, on était à moins de 10 km des Russes, donc on en menait quand même pas large. Le Quai Orsay nous a encore bien aiguillés, on nous a fait longer effectivement le fleuve. On a pu rouler assez aisément, récupérer Alina et son chat, et puis tout de suite repartir. Est-ce que vous étiez armé ? Est-ce que vous aviez du matériel de protection avec vous ? Comment ça s'est passé d'un point de vue sécurité dans le van ? Non, on avait malheureusement rien. Dans le van, effectivement, on n'avait rien. On n'avait que la carrosserie, mais c'est pas grand-chose. La seule arme finalement qu'on avait, c'était d'avoir une liaison avec Paris, qui permettait à l'instant T d'avoir des informations, également des informations sur place avec les militaires ukrainiens, qui nous permettaient de donner des voies sécurisées. Et la rapidité, on a vraiment été très vite. On l'a récupéré, et puis on est tout de suite parti. Et heureusement, parce qu'une heure après, c'était pas beau à voir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toute cette aventure ? C'est des pauvres gens. Enfin, vraiment une guerre, vous imaginez pas, on voyait Donc il faut imaginer qu'on croisait nous dans l'autre sens. Nous on était seuls quand on est à Kiev, parce que bien sûr tout le monde était déjà parti, et croiser effectivement des jeunes militaires, papas qui étaient chefs d'entreprise, qui étaient dans n'importe quelle profession, les envoyer à la guerre, qui devaient embrasser leurs enfants pour partir.
Je crois qu'on a perdu la liaison. Vous m'entendez encore, Brice Hauer? Oui, c'est bon. Ouais. D'accord. C'est vrai que la liaison est pas terrible. Ça grésille un peu et c'est par téléphone, mais on voulait vraiment avoir votre témoignage. Alors j'avoue qu'il y a encore plein de questions que je voudrais vous poser, mais je sais qu'il vous reste aussi beaucoup de kilomètres à parcourir, que vous devez être particulièrement fatigué. Vous êtes à quelle distance exactement de Sarreguemines là? Il vous reste combien de temps de trajet? Il nous faut encore 25 heures pour rentrer. Donc on est à plus de 2300, 2400 km. Mais au moins vous êtes maintenant hors de danger. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Maintenant, le danger, ça peut être la route, donc on va faire attention. Oui, mais justement, alors faites attention sur la route. On vous souhaite un bon voyage et on vous donne rendez-vous dès votre retour pour un direct, mais cette fois-ci sur le plateau de Mosaïque Cristal pour qu'on puisse revenir plus en détail sur cette expédition extraordinaire, d'accord? Super, merci. À très bientôt. À très bientôt. On va se pencher maintenant sur l'actualité, ce qui s'est déroulé dans le secteur. Voici les titres du JT. Sarreguemines aussi se mobilise pour l'Ukraine. De nombreux rassemblements se sont déroulés ce week-end dans le monde entier et notamment dans la cité faïencière. Élus et citoyens se sont regroupés place de la République où un drapeau ukrainien a été hissé aux côtés du drapeau français. Tournée des entreprises de la commune pour les élus bitchois, les membres du conseil municipal ont visité les charpentes Schumacher en zone industrielle de Bitche. Une entreprise qui réussit pour le moment à ne pas souffrir de la pénurie mondiale de bois. Retour des grands concerts debout à la Boîte Noire, Meisenthal a accueilli le groupe Les Têtes Raides pour sa première date de tournée 2022. L'occasion de découvrir sur scène Big Bang Boom, le dernier album du groupe sorti en 2021. Des écoliers de Wouswiller sur scène aux côtés de Pierre Perret. C'était samedi soir au W. 22 enfants ont chanté 3 chansons avec le célèbre auteur-compositeur-interprète. Match nul, 1 partout pour le Sarreguemines Football Club qui accueillait le FCE Schirheim. Chaque match reste déterminant pour Sarreguemines qui vise le maintien en Régional 1. Le Sarreguemines Badminton Club est toujours sur la corde raide. Les badistes ont encore une chance de se maintenir en National 3, mais il se serait bien passé de perdre samedi face au leader messin. Et c'est Thibaut qui est sur le plateau pour la chronique du jour. Et si j'ai bien compris, on va lever les yeux vers le ciel. Et oui, je vais vous emmener au pied des éoliennes et on va savoir comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'elles nous apportent. Tu vas nous expliquer tout cela en détail tout à l'heure, mais on parlait de l'Ukraine. Eh bien, le soutien au peuple ukrainien s'affiche aussi dans les rues. Samedi, plusieurs villes ont organisé des rassemblements, dont Sarreguemines, où une centaine de personnes étaient réunies place de la République. Marie-Morgane Pires était sur place. Un cortège aux couleurs de l'Ukraine. À l'initiative de la ville de Sarreguemines, des citoyens et des élus de l'arrondissement se sont rejoints devant l'hôtel de ville pour se rendre ensemble, place de la République. Place des valeurs de notre démocratie. Ça me paraît tellement important qu'on soit là tous ensemble et nombreux pour manifester le soutien aux Ukrainiens. Après les discours, 2 drapeaux ont été hissés en plein cœur de la zone piétonne, celui de l'Ukraine et de la France, côte à côte, en signe d'amitié. Dans la foule, Yulia et Svitlana, toutes les deux originaires de Kiev. Elles sont arrivées en France il y a une dizaine d'années. Elles ont des membres de leur famille qui résident encore en Ukraine et qui font face à la guerre actuellement. Nous sommes en contact. Merci de technique avec le téléphone. Chaque quelques jours, je demandais si ça va, ce bombardement passé. Et eux racontent, oui, nous vivons encore. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, on va prier qu'un jour ça va finir. Et c'est vrai que ce soutien-là, peut-être c'est avec l'aide humanitaire qui a apporté même manger, simplement manger du pain, du riz, quelque chose, parce que c'est vrai qu'à Kiev, c'est bientôt pénurie de produits alimentaires, donc c'est pas tout de suite, mais ça peut être arrivé, donc bien sûr, on remercie tous les gens qui nous soutiennent. Les habitants se sont également joints à l'événement, une marque de soutien envers les Ukrainiens. C'était très important aussi de montrer qu'il y a toujours une lueur d'espoir et qu'on doit tous être solidaires, et pas que sur certains actes, mais aussi donner tout ce qui est là, montrer, faire corps, et montrer que tout le Conseil de l'Europe est là pour soutenir l'Ukraine. Voilà. Je pense que notre région a assez souffert en 39-45, donc là nous les soutenir maintenant. C'est important que tout le monde puisse aider ce peuple en difficulté. Les initiatives pour leur venir en aide se font de plus en plus nombreuses. Plusieurs communes de l'arrondissement ont mis en place des collectes et ont lancé des appels pour accueillir les réfugiés.
Voici maintenant un appel à témoins suite à une disparition. Ses proches et sa famille sont dans l'angoisse. Sébastien Abdelhadi a quitté son domicile de Beren-les-Forbach à pied mardi 1er mars. Depuis, il n'a pas donné signe de vie. Pour essayer de le retrouver, de nombreuses personnes sont mobilisées. Son frère est venu à notre rencontre ce matin. Il en appelle à toutes les bonnes volontés pour parvenir à le retrouver. Écoutez-le. Bonjour, je m'appelle Abdelhadi Cédric. Je suis là aujourd'hui pour lancer un appel à l'aide concernant mon frère Abdelhadi Sébastien qui a disparu depuis le 1er mars. Il est vêtu d'un jean bleu, d'une veste en cuir noir et d'un sac à dos noir Adidas avec des bandes oranges. J'aimerais recueillir l'aide de tout le monde. Enfin, si quelqu'un le voit, si quelqu'un l'aperçoit, vous pouvez tout de suite appeler le numéro de la gendarmerie qui s'occupe de l'enquête de Beren-les-Forbach. On compte sur tout le monde, on est sur toutes les pistes possibles. Voilà, le message est passé et la famille compte sur vous. Focus économique, la municipalité de Bitche démarre une tournée des entreprises de la commune. Après une visite de la société Trolitan, spécialiste de l'injection plastique, le conseil municipal s'est rendu chez les Charpentes Schumacher, une entreprise de la filière bois. Pourquoi cette visite? Quel est l'objectif de cette tournée? Élément de réponse dans ce reportage de David Orès. Certains élus n'avaient jamais franchi le pas de cette porte, celle de Charpentes Schumacher. Créée en 1949 à Rimelin, l'entreprise s'est installée en 2010 en zone industrielle de Bitche. À sa tête 2 frères, Pierre et Tanguy Fromols, la 3e génération de cette entreprise familiale. Pour eux, être à Bitche n'est pas un problème. On a, en étant à Bitche, une possibilité de couvrir toute la Lorraine et toute l'Alsace. Avec les infrastructures routières aujourd'hui, même si on les décrit un petit peu, pour nous elles sont excellentes pour partir de Bitche dans n'importe quelle direction. Cette visite a été initiée par la municipalité qui prévoit une tournée des entreprises sur l'ensemble de la commune. Pour rencontrer nos acteurs, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans, nos industriels, pour prendre un petit peu la température et voir un petit peu comment aujourd'hui elle fonctionne. Je pense que la démonstration est faite du savoir-faire local. Structure en ossature bois, terrasse, mirador, Charpentes Schumacher s'est diversifiée. Elle compte aujourd'hui 17 salariés et a élargi son champ de compétences. Le bureau d'études, notre partie prise de mesure, notre partie usinage, notre partie pose, l'ensemble des équipes en fait est interne à la société. On a très peu souvent eu besoin de sous-traitance ou des choses comme ça. L'arrivée de la pandémie et du télétravail ont poussé la population à rester chez elle. Beaucoup ont choisi d'investir dans leur lieu de résidence, du pain béni pour l'entreprise bitchoise dont l'activité s'est intensifiée. La pénurie de matières premières, pour tout vous dire, on ne l'a pas connue. Parce qu'on a une habitude, depuis plus de 10 ans, notre oncle a commandé aussi à l'époque déjà du bois en très grande quantité dans les périodes de l'année où il n'y avait pas beaucoup de travail, donc la période hivernale. Et on a continué son idée, ça nous a permis de pouvoir toujours avoir du bois. Au Pays de Bitche, les entreprises de la filière bois sont nombreuses. Ces rencontres avec la municipalité sont un moyen de renouer le dialogue et d'envisager de nouvelles pistes pour travailler ensemble. On a un peu tous le même problème, c'est le recrutement. Pourquoi pas fédérer tous ces entreprises ensemble, créer peut-être une journée, une porte ouverte, donner des vocations à certains jeunes, créer une section dans un lycée bitchois, un CAP, un BP, un bac pro et voire peut-être un jour un BTS dans tout ce qui est bois. L'entreprise souhaite également s'ouvrir au marché public, de la réalisation du plan d'architecte à la pose de fenêtres. À long terme, les frères Fromols espèrent devenir de véritables constructeurs de maisons. Pour la municipalité de Bitche, la tournée des entreprises ne fait que commencer. C'était un rendez-vous très attendu. Les clients étaient là en nombre pour la 22e édition du Salon des vins et produits du terroir à Rohrbach-les-Bitches. La salle Robert Schuman était occupée par plus d'une trentaine de stands venus des 4 coins de la France. Mais grande nouveauté cette année, l'association pour l'animation de Rohrbach a décidé de dépasser les frontières. Côté vignoble, 2 nouveaux exposants ont fait découvrir des vins de Moldavie et de Géorgie. Beaucoup d'exposants fidèles sont revenus pour proposer leurs produits, notamment des producteurs locaux. Saucissons, fromage, bière, chocolat, les produits étaient variés. Samedi, le salon a eu un tel succès que le stock de plusieurs vignerons a été dévalisé. Mais attention, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Pas de modération en revanche pour les concerts qui font leur grand retour. Exemple à la Halle Verrière de Meisenthal qui revit avec son premier concert depuis la rentrée. Et c'est le groupe de rock français Les Têtes Raides qui a eu l'honneur de se produire dans la boîte noire. Samedi soir, c'était leur première date de leur tournée 2022. Retour sur scène avec David Orès et Thibaut Desmerlet. Les chats du Mexique, ils dorment sans rêver, les singes accumulent
Les saisons culturelles repartent de plus belle avec l'allègement des mesures de restrictions sanitaires. Et la scène de la Halle Verrières de Meisenthal a eu la joie de recevoir le groupe des Têtes Raides pour leur première date de tournée de 2022. Originaire de la banlieue parisienne, le groupe vient de sortir son dernier album en 2021, Big Bang Boom. Mené au chant par Christian Olivier, les Têtes Raides ont fait vibrer le public sur du rock. Depuis la rentrée, ce groupe est le premier à monter sur la scène de la Boîte Noire. Autre concert, ce week-end, le chanteur Pierre Perret était sur la scène du W à Woustviller et il n'était pas seul. En plus de ses musiciens, ce sont des élèves de la commune qui l'ont rejoint pour reprendre avec lui 3 morceaux. Marie-Morgane Pires y a assisté. Chaque enfant a déjà repris ce refrain de Pierre Perret qui traverse toutes les générations. Eh bien, 22 élèves de Woustviller ont eu la chance de l'interpréter avec le chanteur. Avec leurs enseignantes, ils ont appris 3 titres de Pierre Perret en classe afin de le rejoindre sur la scène du W. Le chanteur a interprété pendant 2 heures ses plus grands succès, des compositions enfantines légères aux textes plus engagés. Côté sport, nouveau record pour l'athlète sarregueminois Michel Munch. Il était hier au semi-marathon de Paris avec son guide Mathieu Leroux. Avec un chrono record d'1h15, soit 8 minutes de moins que son propre record, il est champion de France de semi-marathon handisport athlète debout et termine premier, toutes catégories de handicap confondues. Les autres nouvelles sportives sont moins réjouissantes. Samedi, c'était une nouvelle journée de championnat pour le Sarreguemines Football Club. Les Sarregueminois étaient face aux Alsaciens du FCE Schirhein. Le SFC souhaitait à tout prix la victoire pour cette rencontre, mais le match était plus difficile que prévu. Résumé de la rencontre avec David Orès et Thibaut Desmerlet. C'était une victoire souhaitée, mais un match nul à l'arrivée. Le Sarreguemines Football Club a affronté le FCE Schirhein au stade des Faïenceries. Dès le début de la rencontre, le SFC se veut très offensif pour récupérer au plus vite le ballon. Malgré un pressing continu, aucune occasion n'a été transformée. Le capitaine du SFC, Yannick Decoun, se blesse durant la première mi-temps et donne son brassard au gardien. On fait un début de match compliqué, où malheureusement on est en retard sur pas mal de duels. Sur un fait de jeu, on prend un but. Ils n'avaient pas spécialement d'occasion, ils marquent. Après, c'est le football, c'est comme ça. Parmi les rares montées vers le but sarregueminois, les Alsaciens réussissent à transformer une occasion. Un coup psychologique pour le SFC, mais l'équipe n'en déborde pas. Elle continue de pousser en deuxième partie de match et se crée des opportunités pour marquer. Puis une deuxième mi-temps un petit peu plus dynamique, avec un peu plus d'envie. On était un peu plus haut sur le terrain et on arrive à concrétiser une occasion parmi tant d'autres. Et c'est un corner qui va permettre l'égalisation. La tension monte d'un cran, mais malgré les occasions, aucun camp n'arrivera à marquer un but supplémentaire. Le résultat final de la rencontre est de 1 partout. L'objectif aujourd'hui était clairement de gagner, mais quand on ne sait pas gagner, il ne faut pas perdre. C'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui et arracher le match nul. À l'issue du match, Sarreguemines est 9e de son groupe avec 15 points et Schirhein est 11e avec 12 points. Pour le SFC, chaque match sera déterminant pour le maintien en Régional 1.
Samedi, c'était aussi la 8e journée du championnat de France interclub de badminton en National 3. Le Sarreguemines Badminton Club était face à Metz, le leader invaincu de la poule. Pour ce derby mosellan, le SBC s'est incliné face au futur champion et risque la relégation. Voici le détail des résultats avec David Aurès et Thibaut Desmerlet. Nous avons d'un côté l'équipe fanion du Sarreguemines Badminton Club qui souhaite se maintenir en National 3 et de l'autre l'équipe de Metz, leader invaincu de la poule qui vise la montée. C'est un challenge pour les Sarregueminois. Ils jouent à domicile pour le derby mosellan de la 8e journée du championnat de France de National 3. L'équipe fanion du SBC a pour objectif d'empêcher les Messins de gagner ou de perdre avec le moins d'écart possible. Les faïenciers devront malheureusement s'incliner face au premier de la poule, 3-5, mais avec cet écart minimal, ils ont obtenu le point bonus défensif. Le SBC a remporté 3 matchs en simple, alors que l'équipe de Metz arrache les doubles hommes, dames, les 2 doubles mixtes et un simple dame. Metz se maintient avec 41 points à la tête de la poule. Le SBC, quant à lui, est 5e de la poule avec 23 points et risque la relégation. Les Sarregueminois devront s'imposer dans 2 semaines face à Nancy-Villers pour le maintien. Dans un instant, on s'intéresse aux éoliennes dans la chronique de Thibaut. On va d'abord regarder les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le beau temps se poursuit et c'est tant mieux. La journée de demain sera encore une très belle journée ensoleillée où le bleu du ciel ne sera pas perturbé par les nuages. Les températures restent elles aussi inchangées avec -1 à -4 degrés pour les minimales et 9 à 10 degrés pour les maximales. Demain c'est la Saint-Jean-de-Dieu et il fera jour de 7h03 à 18h28. Et demain, vous pourrez profiter du beau temps pour aller observer la nature comme Pacôme. Un grand merci à lui pour ses photos et merci à toutes les personnes qui nous envoient régulièrement des photos sur les réseaux. Passez tous encore une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie, comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Attention les doigts là, c'est chaud. Non, attention, pas trop près, tu vas avoir mal aux yeux. Non, c'est pas bien ce que tu fais, ça se mange pas. Votre audition est précieuse, alors prenez-en soin dès le plus jeune âge. À l'occasion de la Journée nationale de l'audition, venez vous faire dépister gratuitement chez AVS Audition.
AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Et c'est l'heure de la chronique de Thibaut. Alors Thibaut, elles font désormais partie de notre paysage, mais aujourd'hui tu vas aborder en chiffres tout ce qu'on doit savoir sur les éoliennes. Et oui Julia, alors l'énergie éolienne fait maintenant partie des énergies vertes renouvelables les plus connues, mais même si elle existe depuis déjà pas mal de temps, on a toujours des questions à son sujet. Et première question, au niveau chiffres, en France, on en est où avec les parcs éoliens ? Alors, il faut savoir que la première éolienne en France, elle a été posée en 91, tout aussi vieille que moi. Et depuis, le nombre a explosé. Selon le site Révolution Énergie, la filière éolienne couvrirait plus de 9% de la consommation d'électricité en France. Alors, il faut savoir que la capacité totale installée dans tout l'Hexagone était de 18 310 MW, dont les watts étant la puissance. Donc ça, c'était des chiffres en date du 30 juin 2021 et selon toujours le site Révolution Énergie, elle devrait atteindre 33 000 MW en 2028. Il faut savoir que la région Grand Est est seconde en matière d'énergie éolienne. Donc on a l'habitude d'en voir, mais finalement, même si on s'y est habitué, que c'est un peu rentré dans les mœurs, on ne sait pas forcément tout et notamment comment ça fonctionne. Oui, alors lorsqu'on entend énergie éolienne, forcément c'est par la force du vent, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de l'éolienne. Alors qu'est-ce que tu vois à l'extérieur, Julia? Qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? On voit les trois pales, les fameuses trois pales de l'éolienne qui sont rassemblées au milieu par un rotor. Et donc le vent va faire tourner ce rotor au milieu. Et juste derrière les pales, vous voyez une petite partie de la structure en rectangle qui s'appelle la nacelle. Et à l'intérieur, il y a un axe qui va tourner et faire fonctionner un alternateur qui va produire de l'électricité. Alors pourquoi on installe les éoliennes en hauteur et pourquoi elles sont hautes? Tout simplement parce que la force du vent est beaucoup plus forte en hauteur. Les mâts des éoliennes peuvent atteindre 10 jusqu'à 100 mètres. Et que devient l'électricité produite? L'électricité produite va descendre tout le long du mât jusqu'à une armoire électrique en bas qui est couplée au réseau électrique. Alors cette électricité va être transformée par l'armoire électrique pour qu'elle soit adaptée au réseau électrique, donc pour qu'il n'y ait pas d'échauffement au niveau des câbles. Alors il faut savoir qu'elle n'est pas stockée, il est très difficile de stocker de l'électricité, donc elle est directement injectée et donc on peut avoir de temps en temps de l'électricité excédentaire. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Parce que parfois, on a l'occasion de constater que même s'il y a du vent, les éoliennes sont à l'arrêt. Oui, alors il y a plusieurs raisons à cela. Alors déjà, pour commencer, une éolienne a besoin d'un vent minimum de 15 km/h pour pouvoir tourner. Et à l'inverse, pour des raisons de sécurité, pour ne pas endommager les pales, l'éolienne arrête de fonctionner à partir de 90 km/h. Alors après, il peut s'agir de maintenance ou de réparation sur l'éolienne ou le réseau électrique. Dans ce cas, les pales ne tournent pas. Et il faut aussi savoir, dans un même parc éolien, donc tu as plusieurs éoliennes, elles sont toutes indépendantes, mais le vent ne souffle pas de la même façon partout au niveau du parc. Donc il y a des éoliennes qui peuvent être plus en creux, d'autres qui sont derrière d'autres éoliennes, il y a des obstacles, donc les éoliennes ne tournent pas à la même vitesse. C'est bien parce que du coup ça nous permet de mieux comprendre tout ça. Autre question, avec toute cette électricité produite, ou l'électricité d'une éolienne par exemple, on peut alimenter combien de foyers? Alors les éoliennes tournent selon EDF plus de 80% du temps toute l'année, à des vitesses variables et bien sûr en fonction de la puissance du vent. Un parc éolien, pour exemple, de 4 à 6 éoliennes, couvrirait le besoin en électricité de 12 000 personnes. À titre comparatif, c'est le double de la population du Beach ou un peu plus de la moitié de celle de Sarreguemines. Alors justement, puisque tu parles de notre secteur, dans l'arrondissement de Sarreguemines, il y a combien d'éoliennes?
Alors sur l'arrondissement de Sarreguemines, il y en a qui se trouvent près de Wölflin-les-Sarreguemines, sur les hauteurs de Gros-Rederchin. Ce sont les seuls qu'il y a sur notre territoire. Après, si on part un peu à côté de la frontière de l'arrondissement, il y a un parc entre Herbitsheim et Silsheim et un autre au-dessus sur les hauteurs de Dellingen. Et comment les emplacements sont-ils choisis? Alors, tout dépend de la végétation, du relief, des éventuels impacts sonores et visuels qui sont également pris en compte et de la proximité du réseau électrique. Je suppose qu'il y a aussi une réglementation. En France, il y a toujours des réglementations. Oui. Et il y a une grosse réglementation pour les gros parcs éoliens parce qu'ils sont soumis au code de 3 codes différents, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme et le code de l'énergie. Je ne vais pas détailler parce que c'est un peu compliqué. Il faut aussi savoir qu'il y a des zones interdites sur lesquelles on ne peut pas mettre d'éoliennes. Je parle des parcs régionaux, des réserves naturelles, des zones militaires ou encore des sites classés monuments historiques. Et à titre privé, moi, dans mon jardin par exemple, est-ce que j'ai le droit d'installer une éolienne? Oui, tu as tout à fait le droit d'avoir une éolienne à l'arrière de ta maison. Alors attention, évidemment, il y a quand même un minimum à respecter. Alors une éolienne domestique de moins de 12 mètres de haut peut être implantée sur votre terrain sans autorisation préalable. Vous n'avez pas besoin de permis de construire. Par contre, si vous êtes plus ambitieux, si vous visez plus haut, donc entre 12 et 50 mètres, vous êtes obligé d'avoir un permis de construire et vous devez également faire une déclaration au titre des installations classées par la protection de l'environnement ICPE. Alors l'électricité, soit vous pouvez la consommer pour vous ou vous pouvez la revendre par contrat à un distributeur. Donc quoi qu'il arrive, c'est bénéfique, il faut juste faire tout ça. Merci beaucoup pour les explications. Moi j'ai une dernière petite question. Si on veut en savoir encore plus, comment on fait? Est-ce qu'on peut visiter une éolienne? Alors on peut visiter des parcs éoliens, il y a des visites qui sont organisées, mais on ne peut malheureusement pas monter à l'intérieur jusqu'au sommet. Par contre, si vous êtes très curieux, sur le site d'Engie, vous avez droit à une visite virtuelle de l'intérieur d'une éolienne. Merci beaucoup Thibaut, c'est noté. Et donc la suite sur Internet. Et puis n'hésitez pas aussi à revoir tous nos reportages et nos chroniques sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous, à demain.